Sur les réseaux sociaux, ça évolue constamment, donc il y a rien qui doit rester figé. C'est quelque chose que je conseille, à toutes les personnes avec qui je travaille, c'est vraiment de faire évoluer leur stratégie, heu, sur la durée et ne pas, rester sur ses acquis. C'est-à-dire que quelque chose qui va fonctionner, maintenant ne fonctionnera peut-être pas dans 2 ans. Messieurs, dames, si je vous parle de réseaux sociaux, de visibilité, de vente, et qu'à ces mots, j'associe des mots tels que book it, soupfo ou encore achike, vous me direz que le chemin est vaste. Et pourtant, notre invité du jour en a fait son expertise. Elle excelle dans son domaine et en maîtrise les codes. Elle pourrait permettre à tout type de restaurateur de vendre plus simplement. Salut Kim, Salut, comment vas-tu? ça va bien, merci et toi? Super, ça va aussi. Écoute, je suis très content de te recevoir ici sur Self Upgrade, que tu aies fait le déplacement, que tu aies pris le temps, parce que je pense que ce que tu fais, c'est super intéressant, que tu peux apporter beaucoup de valeur. Écoute, il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas et qui ne savent pas ce que tu fais. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditeurs? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Kim, je suis social media manager à mon compte et consultante social media et je crée aussi du contenu pour, les restaurants. Ok, c'est quoi le social media? C'est en fait, la gestion des réseaux sociaux. Ok, ok. Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels tu t'es spécialisé? Ouais, je suis du coup, experte sur Instagram. Ok, Ouais, ok. Il y a un compte qui est vraiment, je pense, intéressant que tu gères. Tu pourrais nous en parler? oui. Alors, c'est le compte Parisian Tables et c'est le compte sur lequel, je crée du contenu pour les restaurants, parisiens et de la banlieue parisienne. Et l'idée, c'est de partager, des bons plans, en termes de food sur Paris, mettre en visibilité aussi de nouveaux concepts qui méritent, d'être connus. Ok, super. C'est vrai qu'on en parlait avec d'autres invités, l'importance du contenu aujourd'hui. Ouais. Parce que du coup, tu travailles, ça fait déjà presque même 5 ans à peu près que tu fais ça? 2019? Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que l'importance du contenu, aujourd'hui, c'est vraiment de plus en plus grandissant. Et c'est vrai que potentiellement, si tu ne maîtrises pas les réseaux sociaux, en tout cas si tu n'es pas présent, c'est un peu comme si tu es invisible et tu n'existais pas. C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, d'autant plus sur Instagram, tout le monde l'utilise, que ce soit, pour du business, mais déjà, dans un premier temps, pour se divertir Mhm. et être présent sur Instagram pour les restaurants aujourd'hui, c'est important parce que ça leur donne, d'autant plus de chances de toucher, de potentiels clients. Ok, ok, ouais, nice. Et pourquoi tu choisis les foodpreneurs? Alors, déjà, premièrement, parce que, je suis une grande gourmande, on va Ok, pas se mentir. ok. Pourquoi on a lancé la page Parisian Tables? C'est déjà parce qu'on faisait très souvent des restaurants sur Paris, et qu'on partageait forcément sur nos réseaux sociaux, à titre personnel et en fait, au fur et à mesure, on recevait beaucoup de demandes de nos proches qui nous demandaient, où étaient les restaurants, ce qu'on en avait pensé et on s'est dit que, autant faire une page pour répertorier tous les tests qu'on faisait. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Au début, c'était, vraiment, par pure passion et petit à petit, on a construit une communauté et on a décidé de vraiment, professionnaliser tout ça et d'en faire une activité, à part entière. Ok, non, super. Et tu vois, tu parlais de se professionnaliser. Effectivement, moi aussi, dans mon entourage, j'ai pas mal de créateurs de contenu. Est-ce que toi, t'es team appareil photo ou directement smartphone? Smartphone, Ok. smartphone direct et d'ailleurs, quand je te disais qu'on a professionnalisé tout ça, ça signifie qu'on a aussi investi dans des appareils de meilleure qualité, des micros aussi pour faire des contenus, plus dynamiques, plus captivants. Donc il y a de ça aussi, mais c'est vrai que, je suis plutôt team smartphone. Ok, donc toi, effectivement, en tout cas, tu dirais qu'on peut gérer un compte Instagram, avoir du bon contenu ultra quali, etc., avec un smartphone aujourd'hui. Je pense que oui, c'est totalement possible. Après, sur ma niche de la food, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens étaient beaucoup plus sensibles au contenu authentique. Donc ça signifie que tu as pas forcément besoin d'avoir,
des contenus de très haute qualité, comme tu pourrais retrouver sur des sites internet, en Ok. tout cas pour les réseaux sociaux. Mais après, c'est vrai que si le client recherche à mettre en avant vraiment un plat en particulier, etc., je vais conseiller quand même de faire des shootings. Mais en tout cas, pour commencer, faire du contenu au téléphone, c'est totalement possible. Ok. Ok. Et du coup, tu vois, tu parlais d'un bon contenu. C'est quoi un bon contenu pour toi? Pour moi, un bon contenu, ça va être un contenu qui correspond à la cible. Déjà, c'est super important, prendre en compte les attentes de sa cible et qui va mettre en valeur l'âme du projet. Ok. Voilà. Ok. Non, super intéressant. Et sur Instagram, alors, je vais faire un aveu, il n'y a pas tout le monde qui sait ça. Mmh, En 2018, je crois, moi, j'ai jamais été un gars des réseaux sociaux, mais d'accord. j'étais un geek. Et donc, du coup, j'avais compris qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux pour qui ça comptait d'avoir des followers, etc. Donc, du coup, avec deux amis, donc Dan qui est passé dans la saison 1 et un autre qui s'appelle Moïse, on avait une agence Instagram Mmh. d'automatisation. C'est-à-dire que nous, on montait, si tu veux, des ordinateurs dans le cloud. Et donc, du coup, on arrivait à automatiser des comptes Instagram. Donc, quand je dis automatiser, on arrivait à commenter des posts, on arrivait à regarder des stories, on arrivait à faire du follow-unfollow, Mmh. on arrivait à répondre automatiquement aux commentaires, on arrivait à répondre aux DM, etc. Et en fait, on a fait grossir quelques influenceurs comme ça, tu vois. Mais ça, c'était à la belle époque. Ouais. Parce qu'à la belle époque, Instagram te permettait de faire ça. Et franchement, on faisait ça. Je me souviens que ce jour-là, j'en parlais avec Dan encore récemment, quand on a vu que ça marchait parce qu'on avait des clients dans le luxe, on avait des influenceurs, etc., on s'est dit, on va plus jamais travailler. Parce qu'en Mmh. fait, tout tournait automatiquement, l'argent rentrait. Franchement, moi, je me souviens, j'étais en alternance toujours à ce moment-là. Je faisais beaucoup plus d'argent avec cette agence-là que dans mon alternance où moi, je touchais le SMIC ou un truc comme Mmh. ça. Et je me disais, les gars, on va plus jamais travailler. Sauf qu'à un moment, Instagram est arrivé et a dit, les gars, vous allez tous vous calmer. Ils ont tapé du poing et là, on a commencé à voir des comptes shadowban. On voit des comptes ils nous disent, donc du coup, voilà, votre compte est bloqué, vous avez des restrictions, etc. Et surtout au début, je ne sais pas si tu te souviens de cette époque, mais bon, peut-être que tu faisais pas d'automatisation, donc tu n'as peut-être pas subi tout ça, mais en fait, au début, en fait, il n'y avait pas forcément de critères. On ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. D'accord, ouais. Ils ont juste shut down beaucoup de personnes. Et donc, du coup, petit à petit, il fallait expliquer que voilà, tu étais un humain, etc. et tout, pour que ça remonte. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'on a fermé l'agence. Et donc, du coup, ma question ici, c'est l'algorithme Instagram. Mmh. Il change souvent, on entend, je pense, tout et son contraire. Ouais. Toi, c'est quoi ton avis sur l'algorithme et comment tu t'adaptes à ces différents changements? Parce que, pour te donner un exemple, il y a des fois peut-être des contenus que tu vas faire à un instant T qui vont performer, etc. Et puis après, Instagram va décider de peut-être plus pousser cette fonctionnalité. Donc, du coup, c'est fini. Comment tu gères ça? Ben, moi, je pars du principe que sur les réseaux sociaux, bah, ça évolue constamment. Donc, il y a rien qui doit rester figé. C'est quelque chose que je conseille à toutes les personnes avec qui je travaille. C'est vraiment de faire évoluer leur stratégie euh, sur la durée et ne pas rester sur ses acquis. C'est-à-dire que quelque chose qui va fonctionner maintenant ne fonctionnera peut-être pas dans 2 ans. Mhm. Donc, vraiment s'adapter au changement. Certes, l'algorithme change, etc. Mais pour moi, il ne faut pas non plus se baser que sur ça pour avoir une stratégie gagnante. Comme j'ai dit, faut aussi se reposer sur les attentes de la cible. C'est aussi ce qui est très important, parce qu'un contenu qui va bien fonctionner, ce n'est pas forcément grâce à l'algorithme, c'est surtout ce qu'on va proposer à travers ce contenu, à qui on va parler, comment on va parler. Et du coup, enfin, je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête entre guillemets avec ces histoires d'algorithmes parce que forcément ça change tout le temps donc on doit s'adapter. Ok, ok, ouais, non, super intéressant. Et donc aujourd'hui, tu accompagnes les foodpreneurs justement sur les réseaux sociaux, etc. Mais revenons à la genèse de ce produit-là, de cet accompagnement que tu crées. Ma question ici, il y a un peu deux écoles. Il y a une école qui dit, écoute, je vais créer une audience, Mhm. donc je vais partager des contenus, des tips, etc. Et puis, petit à petit, mon audience va grossir, et à partir de cette audience, je vais les interroger, discuter avec eux, voir ce qui marche pas, et créer un produit en adéquation avec ça. Il y a un autre côté
va dire le côté obscur de la force. C'est les gars comme moi, on communique pas du tout. C'est qu'en fait, on voit un problème, on crée une solution par rapport à ce problème-là, et on est directement à aller parler à des personnes qui sont susceptibles d'acheter ce produit-là, tu vois. Et donc, du coup, tu as un peu une team. Je mets des guillemets, mais je pars directement du problème et je veux le solutionner. Et notre team, je crée une audience. Et en fait, vu que j'ai déjà l'audience, etc. et tout, je crée directement le produit. Tu es de quelle team? Je suis plutôt de la première team. Ok. Ouais. Moi, quand je me suis lancée, déjà, je voulais miser sur l'inbound marketing. Ok. Donc, je me suis lancée sur Instagram, donc en tant que Kim Chandler. Ok. Donc, j'ai commencé à parler de moi, de mon expertise. C'est ce qui m'a permis de construire une communauté Ok. autour de mon expertise et d'attirer des personnes qui correspondaient aux clients avec lesquels je voulais travailler. Et à partir de là, comme tu dis, j'ai posé des questions, j'ai sondé mon audience. Et c'est ce qui m'a permis d'affiner mon offre finalement. Ok. Et en fait, sur tous les produits que je crée, c'est comme ça que je fonctionne. Je vais sonder mon audience, voir quelles sont ses difficultés sur le moment, comment je peux l'aider. Et à partir des réponses, je vais créer un produit qui correspond parfaitement à ses attentes. Ok. Et du coup, tu fais des itérations constamment. À quel moment tu fais évoluer ton produit, etc. C'est sur la durée, en fonction des interactions que j'ai avec mes abonnés, avec mes clients aussi. Par exemple, là, en ce moment, j'avais beaucoup de clients leur problématique principale, c'était le fait de ne pas avoir le temps pour créer du contenu. Mais en fait, en discutant, je me suis rendu compte que c'était surtout une question d'organisation, qu'ils n'avaient pas les bons outils. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une boîte à outils avec vraiment tout le nécessaire pour qu'ils puissent créer du contenu efficacement. Et finalement, ça a bien pris. Ok. Ouais. Ok, super. Et donc, du coup, tu vois, alors, effectivement, tu nous as dit que tu as commencé par la food parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui t'intéresse ou autre. On dit souvent, à la fois quand on est consultant ou quand on est expert, que, comment dire ça, le business se trouve dans les niches. C'est-à-dire que si tu fais des choses trop générales, tu es expert de rien. Et puis en même temps, si tu es sur une verticale, si par exemple justement un restaurateur ou autre a besoin de visibilité ou d'accompagnement ou autre, il sait qu'il vient te voir. Est-ce que toi, tu as déjà pensé à te dire, que je pense, alors je ne sais pas, je te connais pas plus que ça, mais t'aimes pas que la food, Ouais. tu vois, et tu as peut-être d'autres passions ou d'autres industries qui t'intéressent. Est-ce que tu as déjà pensé à te dire, en fait, effectivement, j'ai développé un process qui est peut-être un peu, je mets des guillemets, mais peut-être evergreen, waterproof, c'est-à-dire qu'il marche dans la food, mais il marche aussi dans d'autres industries. Est-ce que tu as déjà pensé à, je mets des guillemets, scaler horizontalement en te disant, je vais aller chercher d'autres niches ou pas du tout? Ou tu restes vraiment dans la food? Totalement. Ouais, ok. Totalement. C'est pas parce que je communique sur la food que, comme tu dis, en fait, ce que je vais partager, ce sont des choses qui peuvent s'appliquer dans d'autres domaines. Et pour autant, le fait de me positionner sur cette niche, ça m'empêche pas de travailler avec des entrepreneurs d'autres secteurs. Ok. Au contraire, en fait, j'ai l'impression que ça les attire Ok. parce que les gens vont voir que j'ai une expertise, que je sais de quoi je parle. Et ça leur donne envie de savoir si effectivement je peux les aider à leur niveau. Donc j'ai pas mal de personnes hors food qui me contactent, qui viennent me demander si c'est possible de travailler avec moi. Et c'est aussi ce qui m'a fait... tu vois, le produit dont je t'ai parlé, la boîte à outils, c'est quelque chose que je propose vraiment à tout le monde parce que je sais que dans ma communauté, il n'y a pas que des food entrepreneurs. Donc il y a des gens du secteur du voyage, du sport, du tourisme qui se sont procurés ce produit. Donc vraiment, je me limite pas, mais quelque part, je trouve que le fait de m'être nichée, ça m'a quand même permis de mettre en avant une certaine expertise et d'inspirer confiance finalement à mon audience. Ok. Et tu parlais aussi, tu vois, tu disais effectivement Instagram parce que toi, tu étais plus à l'aise aussi sur ça, etc. Il y a aussi, même chose, hein, 2 écoles sur ça. Il y a tous ceux qui vont dire, en tout cas, qui vont dire, voilà, qui choisit, en tout cas au début, une cible, un funnel, un réseau social, et carbure dedans. Et ensuite, une fois que tu maîtrises, tu deviens un peu roi ou reine dans ce secteur-là, commence à scaler. Et puis, tu en as d'autres qui bourrinent partout, c'est-à-dire qu'ils vont faire YouTube, une grosse vidéo YouTube, qui vont découper en short, qui vont publier sur Instagram, sur TikTok. Ils vont en faire aussi des posts LinkedIn, etc. Et toi, j'ai l'impression... Alors, j'ai vu que tu communiques aussi sur LinkedIn.
Je pense un peu moins quand même que sur Instagram. Est-ce que tu peux nous parler de ta vision de communiquer sur les autres réseaux sociaux? C'est une question qui se pose souvent, qu'on me pose souvent et c'est vrai que moi, je suis plutôt d'avis à conseiller, aux gens de se lancer déjà sur un réseau social, de le maîtriser et une fois qu'ils ont une communauté, une présence, régulière, là, ils peuvent, scaler effectivement, Mhm. commencer à investir d'autres plateformes. Parce qu'en fait, ça demande quand même du travail. Enfin, je pense que, pour, vraiment être présent partout, à moins d'avoir une grosse équipe de personnes dont c'est le métier, dont c'est l'expertise, c'est compliqué. C'est Mhm. compliqué, surtout si on a une autre activité à côté. Mais je pense qu'il faut se concentrer ses efforts sur une plateforme d'abord et une fois qu'on a des résultats, oui, penser à s'étendre sur d'autres plateformes. Ok, super. Et tu vois, tu as dit que tu étais team téléphone. Oui. Tu montes aussi sur téléphone? Oui, Aïe. je monte sur Ok. téléphone. Il m'arrive de faire des montages sur, ordinateur, mais je vais beaucoup plus vite sur mon téléphone. C'est vrai? Ouais, Ok. Tu utilises quel outil en général? CapCut. Je sais. Ça revient toujours. Ok, CapCut. Franchement, ils ont pris un game. Ah Qu'est-ce qui oui. fait que tu te sens, tu vois? Alors, je sais pas ce que tu en penses, mais tu vois, il y a peut-être quelques années, on n'aurait pas pensé, ou je sais pas si tu le faisais depuis dès le début, mais Mmh. on n'aurait peut-être pas pensé monter tout sur téléphone, etc. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu aussi simple et etc., intuitif? En fait, j'ai tous les rushs sont sur mon téléphone. Ok. Tous mes rushs sont sur mon téléphone puisque je filme avec mon téléphone, le téléphone, je l'ai dans ma poche, donc si je veux faire un montage dans le métro, tu vois, ça se fait en quelques minutes, j'ai Ok. pas besoin d'attendre d'être chez moi, d'ouvrir mon ordi, faire mon montage. C'est vraiment rapide et CapCut, en fait, ils ont développé tellement d'outils qui permettent de faire des montages qualitatifs que, aujourd'hui, je trouve ça beaucoup plus simple, en fait, de fonctionner comme ça. Ok, ok, super. Et donc, du coup, toi, tu parlais d'inbound marketing. Donc, on le rappelle aussi pour l'audience. Inbound, c'est quand effectivement, tu veux en tout cas attirer des clients à toi. Donc, justement, par exemple, beaucoup du contenu en général. Mmh. Tu fais pas du tout d'outbound, du coup? Il m'arrive de temps en temps de faire quelques publicités, Un peu, ok. mais ouais, mais c'est rare. Pour le moment, j'ai pas encore, vraiment mis en place de stratégie dessus. Ok, d'accord, super. Et par rapport à tout ça, en termes de stratégie, donc, toi, aujourd'hui, comment ça se passe quand un client ou un prospect, plus un prospect, veut travailler avec Kim? Comment il rentre par quel biais? Comment est-ce que tu as un call de découverte avec lui pour expliquer, etc. Comment ça se passe? Ouais, alors en fait, moi, effectivement, j'ai mis en place, des appels découvertes. Ok. Donc, on peut réserver directement depuis, mon compte Insta. Enfin, je partage le lien un peu partout où je suis présente. Donc il y a ça. Généralement, les gens, ils me contactent depuis Instagram. Ok. Ouais, via les DM. Je fais aussi beaucoup de stories, axées vente, ce qui fait que j'arrive à quand même à attirer pas mal de prospects. Et sinon, j'ai aussi une newsletter, Ok. ouais, et via laquelle, pareil, les gens vont cliquer sur mon lien, pour réserver des appels. C'est quoi ce que tu appelles, pardon, une story axée vente? En fait, c'est une séquence de stories qui va me permettre, en fait, à la fin de faire un appel à l'action pour inciter les gens soit à réserver un appel, soit à venir, discuter avec moi en DM. Mais l'idée, c'est, de suivre un peu une logique, pour emmener le prospect à à passer à l'action. Ouais. Magnifique. Magnifique. Et tu as parlé aussi tu as dit un mot très important, tu as dit newsletter. Oui. Parce qu'effectivement, les réseaux sociaux, c'est cool. Tu sais, il y a. Alors attends, c'était qui disait ça? Je crois que c'est Hormozy, je suis pas sûr, Alex Hormozy, qui disait qu'en fait, tant que. Alors, tu as des followers, etc. sur les réseaux sociaux, mais en fait, tu es en train de louer une audience. C'est ça. Ah, d'abord, j'ai pas forcément. C'est quoi l'importance? Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'importance de la newsletter dans un business? Moi, je trouve que c'est important dans le sens où, comme tu disais, l'audience qu'on a sur les réseaux, elle nous appartient pas. Si demain, il y a plus Instagram, moi, je perds, en fait, mon audience, Hmm. les 6 000 personnes qui me suivent et le fait d'avoir une newsletter, en fait, la liste, là, elle m'appartient, la liste d'emails, ce qui fait que si jamais il y a un problème sur les réseaux, je peux toujours entrer en contact avec, mes prospects, garder contact avec eux, les informer, par exemple, si je crée une nouvelle page pour qu'ils puissent, me suivre, sur cette nouvelle page. Donc pour moi, c'est super important et en fait, il y a beaucoup de personnes qui soupçonnent pas
la puissance de la newsletter parce que je vais faire énormément de ventes dessus quand je fais des campagnes d'emailing et surtout des ventes sur des personnes qui suivent plus forcément sur les réseaux. Parce que autant sur les réseaux, on va te suivre pendant un certain temps. Si le contenu ne résonne pas, ne résonne plus, les gens ils vont se désabonner. Mais si tu arrives à les faire entrer dans ta liste mail, là, même s'ils te suivent plus sur les réseaux, s'ils voient qu'il y a un produit que tu sors qui les intéresse, ils vont acheter. Ok. Et comment tu t'es formé justement à cette approche un peu stratégique, si on peut dire, sur le business? Comment je me suis formée? J'ai acheté des formations. Ok. Ouais, j'ai acheté des formations. Je consomme aussi pas mal de contenu gratuit, mais oui, j'ai pas hésité à me faire accompagner à ce niveau-là aussi. Ok. Et juste par rapport au process de création, il y a aussi il y a beaucoup d'écoles, à chaque fois je répète ça, mais il y a est-ce que tu es plus à faire du batch content, donc en te disant, je sais pas, peut-être que tu prends plein de rushs et puis tu te prends, je sais pas, une après-midi ou une matinée et tu fais tout d'un coup, ou tu es plus comme tu disais, tu fais un petit peu du montage quand tu peux, quand tu as des créneaux, comment tu gères ça? Alors, pour mes clients, je fais du batch content du coup. Ok, Parce que du coup, comme moi, avec mes clients, ce que je fais, c'est que j'établis un planning sur le mois. d'accord. Donc, ça fait que j'ai déjà une visibilité sur les contenus à créer et je peux prendre de l'avance. Donc, je batch les contenus. Par contre, à titre personnel, c'est quelque chose que j'arrive pas du tout à faire. C'est vrai? Ouais, Ok. j'aime trop faire du contenu de façon spontanée. Donc, ouais, je vais faire sur le moment en fonction de mon énergie, des sujets qui me viennent. Ça m'arrive souvent de créer une publication le jour même Ok. pour la publier le soir. Enfin, Ok. voilà. Ok, ouais, c'est vrai. Je comprends aussi pourquoi. Je comprends pourquoi tu dis ça aussi, parce que c'est vrai que moi, je me considère pas forcément, je mets des guillemets, artistique ou autre. Tu vois, je suis toujours surpris quand je vois. J'ai un bon ami à moi qui, quand il dessine, il fait des BD, il sait déjà à l'avance à quoi va ressembler la map, etc. Je lui dis, c'est un truc de fou. Et effectivement, en fait, c'est difficile de se dire de façon très pragmatique, bon, ben là, je vais commencer à dessiner. Ou je sais pas si c'est simple, mais en tout cas, ça a l'air assez difficile. Et il fonctionne beaucoup plus à l'inspiration. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire qu'il peut être là et puis après, il peut être 22 heures, il va dire, ah ben, ok, là, je vais commencer à dessiner et tout. Et effectivement, je pense que c'est, comme je pense que aussi la création de contenu a un aspect très créatif, ça fait que tu vas aussi un peu à l'intuition quand tu as les idées, comment tu vas superposer les trucs, etc. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que des fois, ça peut être un peu difficile à batcher, etc. quoi. C'est ça. Et surtout, il m'arrive parfois de prévoir des contenus à l'avance, tu vois, pour mon compte, pour ma communication. Sauf que le jour J, en fait, je me sens pas du tout d'aborder ce sujet. Donc, Ok, je vais parler d'autre chose, je vais créer un autre contenu. ok, ok. Non, super, super intéressant. Et donc, du coup, depuis 2019, tu as le compte Parisian Table. Tu accompagnes aussi les footpreneurs depuis quand exactement? Les foodpreneurs, ça, je le fais depuis septembre 2020. Septembre 2020, ok, super. Donc de septembre 2020 à aujourd'hui, 2024. Alors, par expérience, on va aussi en parler, le chemin n'est pas forcément linéaire. Non. Ok, c'est-à-dire que on se dit pas, surtout l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. C'est pas comme quand, je sais pas, tu es dans un poste et puis tu sais que tu as une augmentation, je sais pas, de 4-5%, etc. et tout. Il y a vraiment des hauts et des bas. Tu as commencé en 2020. Est-ce qu'il y a eu des moments où c'était chaud? Oui, il y a toujours des moments où c'est chaud jusqu'à maintenant. Ok, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors déjà, premier moment où c'était chaud, c'était tout simplement le lancement. Ok, J'ai mis beaucoup de temps à me lancer. Je savais déjà que je voulais entreprendre, mais en fait, au début, pour moi, il fallait avoir beaucoup d'expérience, fallait travailler beaucoup en entreprise, avoir une certaine légitimité pour se lancer. Du coup, moi, j'ai travaillé 2 ans en entreprise en tant que community manager. Et après, à la fin du contrat, en fait, j'étais un peu dégoûtée du salariat. Donc, ok. j'ai passé des entretiens, mais j'étais pas du tout motivée. T'étais pas dans le mood, quoi. Ah, pas du tout. Mais c'est toi qui t'as dégoûté? Ou c'est toi qui t'as pas... qui t'a pas C'était plu? le management. Enfin, D'accord, j'avais vraiment du mal. Je me sentais pas valorisée non plus par rapport à d'accord. mes compétences. Ok, Donc, voilà.
Et quand je passais des entretiens, enfin, j'étais pas du tout motivée. Et il y a eu un entretien où on m'a demandé clairement, mais en fait, t'attends quoi pour te lancer? Ah ouais, Ouais. ok. Et du coup, le lendemain, j'ai entrepris les démarches pour créer mon statut et commencer à travailler à mon compte. Mais ce qui a été difficile pour moi, c'est que bah, j'ai voulu faire en sorte que tout soit parfait avant de vraiment commencer à communiquer sur mon offre, etc. Donc, j'ai dû prendre au moins 2 mois avant vraiment de me lancer vraiment sur Insta, parler de mon expertise, etc. Et après, un autre moment difficile, je dirais que c'était l'année dernière. Ok. Parce qu'en fait, bah, comme je crée énormément de contenu pour mes clients, en CM, j'ai 5 clients D'accord. à gérer. Enfin, en ce moment, j'ai une assistante, mais avant, je créais vraiment toute seule. Donc, ça faisait énormément de contenu à créer, plus ma propre communication, parce que je sors des offres du coup de coaching, je sors des produits. Ça faisait beaucoup et donc bah, au bout d'un moment, j'aimais plus du tout créer de contenu. Ok. Genre, j'étais dégoûtée. Ok. J'étais vraiment dégoûtée et j'arrivais plus à créer du contenu pour moi. J'ai été absente d'Instagram pendant 2 mois. Ce qui est énorme parce que moi, généralement, je m'absente très rarement, en fait. D'accord. Au bout de 3 ans, 2 mois, pour moi, c'était énorme. Il y a même des gens qui sont venus me demander si tout allait Ah bien, ouais, si j'étais ok. malade. Les gens venaient prendre des nouvelles et tout. Et j'ai eu du mal à revenir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, toute ma créativité, elle allait dans les contenus de mes clients. D'accord. J'avais vraiment un gros problème au niveau de mon organisation. Et c'est ce qui a fait que bah, j'ai eu un gros down à ce moment-là. Hmm, ok. Et c'est vrai parce que ça revient souvent, hein, ce que tu évoques, c'est que on est tellement dedans, Mhm. t'es tellement, ben, comme je dis à chaque fois, hein, tu te lèves, tu penses à ton projet, tu manges, tu te dis, ah, il y a une idée, tu la notes, je sais pas, sur ton Notion, ton Trello, sur ton WhatsApp, peu Ouais, importe. Tu vas dormir, tu te dis, ah, mais il y a une idée, on te parle, t'as des idées, donc t'es vraiment dedans. Et des fois, effectivement, je mets des guillemets, mais tendance un peu à s'oublier, c'est tu ça. vois, hein. On se dit, voilà, je suis dans la performance, dans la performance. Et toi, moi, alors je sais pas si tu l'as fait dès le début, mais c'est vrai que tu as réussi à caper le nombre de clients que tu pouvais. Mais des fois, une erreur qu'on fait, c'est qu'on prend plein de clients. Mhm. Et je sais pas, parce qu'il y a un peu une distorsion entre ce que tu penses pouvoir faire Ouais, et la réalité. Tu vois, tu te dis, voilà, ça prend, je sais pas, ça prend 3 heures. La réalité, c'est que ça prend peut-être 6 heures, ça prend peut-être le double. Et du coup, tu te retrouves à vouloir justement délivrer la valeur parce que as une conscience professionnelle. Mais en même temps, c'est très difficile. Donc, je comprends très bien. Et donc, du coup, vu que tu as eu ce moment-là, aujourd'hui, à quoi tu fais attention pour ne plus que ça arrive? bah déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai délégué. D'accord. J'ai délégué parce que au bout d'un moment, en fait, on peut pas tout faire tout seul. Mhm. En fait, la crainte que j'avais en déléguant, c'est ben, de perdre en qualité au niveau du travail que je délivre. Mhm. Sauf que en fait, bah, tu peux pas tout maîtriser, donc faut aussi lâcher prise et accepter de se faire aider. Et aussi, ben, ça remet des bons outils. D'accord. Ouais. Ok. Comment tu as recruté ton assistante? Bah, j'ai fait des entretiens, il y avait des gens que je connaissais déjà, D'accord. de vue, enfin qu'on m'avait déjà recommandés, donc je les ai contactés. Et après, j'ai fait un Un cas exercice pour pratique. voir, voilà, D'accord. pour voir comment elle s'en sortait au niveau de la création de contenu, si ça me convenait. Mais après, généralement, c'est surtout au niveau du feeling, si ça passe bien, ouais. Ok. Et en termes d'outils, tu utilisais pas que tu avais dit aussi, tu utilisais des outils, non? Ouais, du coup, bah, au niveau de mon organisation, bah, c'est sur Notion. Notion, Team Ouais. Notion. Oh, ouais, t'es de la Team Notion. Notion Ok. et pour la création de contenu, de plus en plus ChatGPT. Ok. Ça m'aide Ça t'aide beaucoup. énormément. Ouais, Ouais, ça vient révolutionner un game, hein. c'est clair. Ouais. Ouais, clairement, clairement. Et il y a un autre point, parce que tu disais, avec ton assistante, donc c'est une histoire aussi donc, de compétences, mais de feeling. Mhm. Ça revient souvent. C'est trop intéressant parce que je me rends compte qu'il y a quand même un fil conducteur entre tous les intervenants et même les gens avec qui je discute. Au final, qu'est-ce qui compte le plus? Attends. Je vois que tu veux m'attaquer. Attends. Est-ce que ce serait, alors en tout cas en termes de priorité, est-ce que ce serait la compétence? Ou est-ce que ce serait
ta vision de te voir travailler avec cette personne sur le long terme, donc ses valeurs, sa façon d'être, etc. Non, pour moi, c'est vraiment la vision Ok. de pouvoir travailler avec quelqu'un sur le long terme parce qu'en soi, les compétences, ben, ça s'acquiert. Je peux très bien former la personne. Si elle me montre qu'elle est motivée, qu'elle veut apprendre, euh, pour moi, en fait, si tu me montres que bah, c'est quelque chose qui t'intéresse, Mhm. je vois pas pourquoi je vais pas te donner ta chance, tu vois. Ok. Ouais. Ok. Non, ouais, c'est vrai, super intéressant. Est-ce que, sur justement par rapport à Instagram, etc. et tout, est-ce que maintenant que tu as quand même une expérience qui est assez élevée, si tu devais recommencer, tu ferais quelque chose? Attends-moi une minute. Votre gars, il me tue. Je l'entends. Il ronfle. Tu l'entendais ou pas? Tu l'entendais pas, toi? Moi, il m'a tué. Je suis mort. Ça, j'ai failli avoir un fou rire. Attends. Ok. Attends, on va reprendre sur une autre question. Ok. Euh, ok. Donc, du coup, au niveau du business, est-ce qu'il y a des métriques auxquelles tu fais attention, justement, par rapport à tout ce que tu fais, au funnel, etc. Bah déjà par rapport à ma liste mail, Ok. je regarde combien de personnes s'inscrivent via mes différents freebies. Mhm. J'ai plusieurs lead magnets pour acquérir de nouveaux mails. Au niveau de mes contenus aussi, forcément, je vais regarder la portée des contenus, les clics sur les liens que je mets en avant sur mes contenus. Ok. Ouais. Ok. Ouais, non, super intéressant. Et donc, imaginons, sur Instagram, maintenant, tu as quand même une bonne expertise. Tu connais pas mal de choses. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? Ce serait quoi? Imaginons, hein, je te laisse toutes tes compétences, Mhm. mais je t'enlève ton réseau, je t'enlève tous tes followers, j'enlève voilà, tous les gens que tu connais, etc. Et je te dis, bah, écoute, Kim, allez, tu as potentiellement 90 jours pour revenir au step où tu es, ou peut-être aller plus loin, qu'est-ce que tu ferais? Bah déjà, je vais travailler sur ma stratégie de contenu. Pour moi, c'est vraiment le plus important, travailler sur ma stratégie de contenu, mettre en place un freebie. Ok. Parce que ça, c'est vrai que j'ai mis quand même quelques mois avant de le faire, mais je trouve que le plus tôt, c'est le mieux. Ok. Ouais, le plus tôt, c'est le mieux. Commencer à constituer ma liste mail et créer du contenu pour construire une communauté, la convertir. Ok. Toi, tu parlais du freebie, donc freebie, on rappelle, ça s'appelle aussi des fois lead magnet, Ouais. peu importe, mais c'est vraiment le fait de dire, ben, je donne un contenu de valeur gratuitement contre potentiellement une adresse email, ou en tout cas une façon de contacter mes prospects. C'est quoi pour toi l'intérêt d'avoir un freebie ou un lead magnet dans ta stratégie? Bah, déjà, ça peut donner un aperçu à mes potentiels clients du travail qu'on peut faire ensemble, de la qualité aussi, et leur apporter de la valeur gratuitement. Tu vois, c'est toujours bien de pouvoir aider les gens, même si c'est avec un contenu gratuit. Et en fait, ça permet aussi de convertir finalement Ok. via les mails ou même à la fin, quand les gens consomment mes freebies, je mets toujours un appel à l'action Mhm. pour, euh, pour leur proposer, s'ils veulent aller plus loin, une consultation. Donc, ça peut aussi permettre de générer des ventes. Ok. Ouais, c'est vrai que le freebie, les gens s'en rendent pas compte, mais typiquement, si tu proposes, en tout cas à des gens qui te connaissent pas, directement ton offre principale, si je puis dire, ben, alors tu pourras en convertir, mais peut-être, je caricature juste pour donner des chiffres, tu vas peut-être convertir une personne sur 10. Et puis en fait, si effectivement, ben, tu as un freebie, ben, potentiellement, tu peux peut-être, vu qu'ils ont pris de la valeur, qu'ils ont commencé à créer un lien avec toi de confiance et que toi, tu as commencé aussi à prendre une position d'autorité, donc Ouais. en tout cas dans leur esprit, en étant la bonne personne pour répondre à leurs questions ou à leurs problématiques, effectivement, sur ces 10 personnes-là, peut-être que tu vas en convertir 3 à défaut d'une. Donc, effectivement, c'est vrai que le lead magnet, les gens, des fois, l'oublient, les gens veulent le vendre à tout prix. Et surtout en France, c'est difficile. C'est-à-dire que sur des anglophones, ça. Alors, oui, il y a aussi du freebie beaucoup sur les anglophones, hein, mais Mhm. la vente, les gens sortent plus facilement leur carte bleue, payent, etc. et tout. Sur le marché francophone, c'est différent. Tu vois, tu dois vraiment gagner la confiance avant, C'est ça. avant de. Créer du lien. C'est ça. C'est ça.
Et donc, par rapport à ça, tu vois, tu disais que tu n'étais pas forcément souvent absente, en tout cas des réseaux sociaux. Est-ce que tu as une routine sur Instagram, justement, pour être toujours présente? C'est quoi par rapport au niveau du business, c'est quoi une journée dans la vie de Kim? Ah, il y a pas de journée qui se ressemble. Je fais trop de choses Ok. pour avoir des journées qui se ressemblent. Mais ce que je fais de façon très régulière, en tout cas, quand je parle de régularité, c'est pas forcément au niveau des contenus que je vais publier sur mon feed. Mais en tout cas, j'essaye vraiment d'être présente tous les jours en story, Ok. sur mes stories Instagram, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent ce format. Alors qu'aujourd'hui, j'en parlais d'ailleurs avec un ami sur Instagram. En fait, aujourd'hui, les gens vont avoir tendance à ouvrir l'application, à consommer les stories, mais beaucoup moins consulter les publications dans le fil d'actualité. Et c'est pour ça aussi qu'il y a parfois moins d'interactions sur les contenus. C'est parce que les gens vont avoir tendance à s'arrêter aux stories. Ok. Et ensuite, aller directement dans l'onglet des Reels Mhm. pour consommer du contenu vidéo. Et en fait, je trouve que c'est vraiment une fonctionnalité très puissante déjà pour créer du lien parce que finalement, les stories, on peut montrer les coulisses, on peut montrer ce qui se passe dans le business. Donc ça apporte cet aspect un peu humain, ça humanise l'activité. Et à côté de ça, bah, tu peux faire, comme j'ai dit, des contenus axés vente pour convertir via les stories beaucoup plus facilement. Et surtout que maintenant, t'as le stickers lien sur Mhm. Insta. Donc, tu peux directement rediriger les gens sur sur ton site internet, etc. Ok. Ok, ok, ok. Parlons maintenant un peu de Kim Advisor. Oui. Quand tu arrives avec en tout cas, imaginons que tu as un client avec qui tu commences à travailler, en tout cas, qui side up, qui est OK pour travailler avec toi. Comment ça se passe quand tu commences à travailler avec lui? C'est quoi ton process quand tu commences à travailler avec un client, je sais pas, les 5-6 premiers jours, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce que je fais généralement, une fois que c'est OK pour le client, je lui envoie un formulaire de début de prestation OK. en fonction de la prestation. Enfin, en vrai, sur toutes les prestations, j'ai un formulaire. Mais l'idée, c'est qu'il puisse me donner toutes les informations sur son business, sur sa cible, son positionnement, son offre. Aussi des informations au niveau identité, s'il a déjà une charte graphique établie ou non, et ses objectifs. En fait, ça, je le fais en amont parce que parfois, enfin, quand on échange à l'oral, il y a des choses qui viennent pas forcément à l'esprit du client. Mhm. Donc, le fait de mettre en place ce formulaire, ça lui permet de se poser, de vraiment aller en profondeur au niveau de ses réponses. Et à partir de ce formulaire, moi, après, je vais proposer un échange en visio. Je fonctionne beaucoup à distance avec mes clients, du coup. Je vais proposer un échange en visio pour aller peut-être préciser des choses, lui parler de mon process, etc. Ensuite, si on est sur du community management, par exemple, à partir des réponses, je vais construire une stratégie globale pour la gestion des réseaux. Et ensuite, on valide ça ensemble. Et après, je prends en main la gestion des comptes. OK. C'est quoi est-ce que tu peux rappeler la différence entre social media manager et community manager? Alors, aujourd'hui, quand tu es à ton compte, il y a pas vraiment de différence parce OK. que, en fait, ce qui va faire la différence en entreprise, au niveau du social media management, c'est que tu auras un rôle beaucoup plus stratégique. Mhm. C'est-à-dire que tu vas créer une stratégie, tu vas vraiment penser en fonction des objectifs, business et évaluer la performance de tes actions. Tandis que le community manager en entreprise, bah, il est beaucoup plus dans l'opérationnel, donc ce sera, créer les posts, interagir avec la communauté, et cetera. Quand on est à son compte, à mon sens, tu peux pas faire de community management sans créer de stratégie en amont. Sinon tes actions, en fait, tu les fais, dans le vent. Enfin, tu suis pas de KPIs, tu vas pas évaluer la performance de ce que tu mets en place. Donc en soi, tu risques de ne pas obtenir de résultats. Donc pour moi, c'est super important de travailler sur une stratégie en amont pour ensuite, mettre en place des actions pertinentes. OK. Ouais, non, très, 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 très intéressant. Et juste, tu vois, sur la partie, quand tu travailles avec ton client, tu vois, tu disais qu'effectivement, qu'il faut qu'il ait son offre, et cetera, il sache qui sont ses clients et tout. Mais des fois, il y en a, ils savent pas ça. Ouais. Parce que moi, c'est ça que j'allais en venir. C'est que là, effectivement, tu parles d'un client qui est bien, qui sait ce qu'il veut. Oui.
t'en as plein des fois, ils savent pas comment tu fais à ce moment-là. Ben, du coup, ça, c'est quelque chose que je travaille en coaching Ok. avec mes clients. Je fais aussi du coaching. Donc, la première séance, c'est vraiment L'état des lieux. remettre, ouais, voilà, faire un état des lieux et poser les bases du business. Donc Mm. là, je pose vraiment toutes les questions nécessaires. Mais après, sur du community management, ça, c'est quelque chose que je vais quand même demander en amont. D'accord. Et ce qui va me permettre aussi de savoir est-ce que j'accepte la mission ou non. Mhm. Parce que parfois, les gens ils vont avoir des attentes en termes de conversion que tu peux pas suivre si les bases du business ne sont pas bien posées. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que je vais expliquer en fait. C'est Mm. pas, si tu n'as pas encore travaillé sur tout ça, c'est pas forcément le moment de mettre en place du community management, en tout cas de déléguer cet aspect de ton business. Ok, ouais. Et donc, du coup, t'as été assez vigilant sur ça parce que je sais que parfois on fait cette erreur-là de se dire, surtout au début, tu te dis, ben voilà, j'ai pas de clients, je prends, voilà, Mhm. ceux qui viennent. Et puis des fois, tu te retrouves dans des bourbiers. Ouais. Parce que je t'ai dit, mais la personne n'a pas ce qu'il faut, t'as pas été vigilant. Et puis au final, en fait, parce qu'en fait, en général, quand tu regardes bien quand tu fais surtout de la prestation de service, quand tu as des fois des gens qui sont pas forcément contents ou autre, c'est parce qu'en fait, il y a souvent un delta entre les attentes que la personne avait et ce qui a été atteint. Mais des fois, effectivement, juste de discuter, comme tu le dis, que ce soit au début ou autre, en fait, ça permet de montrer qu'en fait, par rapport aux attentes que tu as, avec les armes que tu as aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est ça. Hein, ce n'est pas possible. Mais c'est vrai qu'au début, quand tu commences, tu n'es pas forcément au fait si on ne te l'a pas dit, et ça peut être compliqué, quoi. Ouais, ça m'est arrivé au début. Mm. J'acceptais des missions parce que voilà, faut payer les factures. Ouais. Mais au bout d'un moment, en fait, tu te rends compte que déjà, c'est contre-productif pour toi parce qu'au final, c'est des clients qui vont te prendre énormément de temps, finalement, pour peu. Et après, vu que tu n'as pas de résultat, tu n'as rien à montrer pour toi, pour mettre en avant ton expertise. Mm. Donc, c'est pas forcément intéressant. Et surtout, en termes d'énergie, je pense qu'il faut quand même préserver son énergie quand on est entrepreneur Mhm. et faire attention aussi avec qui on travaille, sur quoi on travaille, que ce soit des choses avec lesquelles on est aligné, quoi. Ok. Il y a un autre point ça me permet de sauter dessus. En général, tu vas me dire si c'est ton avis. En général, les gens qui payent peu sont les plus embêtants. Ça te donne mon avis. Oui. Les gens qui payent, en général, hein, moi, et les gens qui payent, en fait, c'est les clients trop cool. Quand les gens mettent de l'argent quelque part, en fait, ils sont pas, comme tu dis. Attendez, j'ai l'impression que les gens qui te payent un petit peu, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup à mettre. Donc, pour eux, c'est beaucoup ce qu'ils ont donné, alors qu'en vérité, en valeur absolue, c'est pas beaucoup. Et au final, ils pensent que voilà, maintenant qu'ils t'ont pris un prestataire, tu vas travailler jour et nuit pour eux, etc. etc. Et que c'est un truc que toi, tu as constaté aussi. Totalement. Totalement. Ok. Totalement. Et c'est aussi pour ça que il y a des missions que je refuse. On appelle découverte. En fait, j'arrive à cerner déjà le type de client que ça va être. Ok. Et j'ai quand même suffisamment de recul pour pouvoir me dire non, là, c'est bon, je vais refuser. J'ai pas envie de travailler avec cette personne. Donc oui, j'ai déjà vécu, j'ai déjà accepté des missions très peu payées et je me suis rendu compte que c'était pas forcément le mieux à faire. Et c'est aussi pour ça que j'hésite pas à augmenter mes tarifs pour vraiment attirer les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Ok. Et du coup, en call de découverte, est-ce que tu as une méthode de qualification? Comment tu arrives à qualifier si un client, effectivement, alors, au-delà de l'aspect... oui, quoi, que ça compte aussi, l'aspect aussi, comment dire, un peu soft skill, la façon dont la personne s'adresse à toi, travaille avec toi, communique. Il y a beaucoup la communication, et on en va parler, mais l'importance de la communication, surtout quand on travaille à distance avec les gens, entre ce que tu dis, ce qu'il comprend, ou ce que tu dis, et puis ce qu'il interprète, etc. Comment arrives à qualifier on va dire les bonnes personnes avec qui tu travailles? Alors déjà, ce que je fais avant les appels découvertes, en fait, j'utilise Calendly D'accord. pour la réservation des appels et dessus, tu as la possibilité de mettre un formulaire Mhm. que les gens vont auquel les gens vont répondre en amont avant de faire le call. Donc déjà, ça me permet déjà de filtrer un peu. Donc je pose des questions sur les objectifs, sur quelle est la problématique. Quand je vois que la personne elle répond vaguement que elle n'a Ok. pas vraiment d'objectif, tu vois là, je me dis bon, ok, peut-être que
ça coince déjà un peu. Après, je fais quand même le call des fois. Si on me dit déjà que le budget est serré, etc., enfin, tu vois, je sais que c'est pas la peine, en fait. Et pendant le call, moi, ce que je fais, c'est que je fais des appels découvertes en visio, ce qui D'accord. me permet de voir, en fait, la personne quand elle répond à mes questions. Donc, je vois un peu les réactions, tu D'accord. vois, quand j'explique mon process, quand je parle de mes tarifs, je D'accord. vois les réactions. Ok. Donc, ça me permet aussi de voir... Mais s'il met pas la caméra. Généralement, ils mettent la caméra, ils jouent quand même le jeu. Après, c'est vrai Ok. qu'au téléphone, enfin, tu arrives quand même à percevoir, ne serait-ce que dans les questions que la personne va me poser. Si on me demande, oui, concrètement, combien d'abonnés je vais avoir, Ah, tu vois, moi, je travaille pas sur des objectifs d'abonnés, donc ok. je préfère même lui dire que bah, je suis pas la bonne personne, en fait, Ok. pour cette mission. Mais en fait, dans les échanges, tu arrives quand même à percevoir le type de client que ce sera. Ok. Ok, ouais, non, super. Et du coup, tu vois, tu parlais de personnes qui demandent un nombre d'abonnés, Mhm. etc. Ça fait un point sur l'attribution. C'est-à-dire, effectivement, quand tu fais du contenu, à la fin, hein, vraiment à la fin, on fait tout. Alors, souvent, en tout cas, on parle business, puisqu'on parle très franco sur ce podcast-là. Quand tu fais du contenu, à la fin, c'est pour générer du CA. À la fin, Oui. tu vois, à la fin. Ça intervient, etc. Et justement, ce phénomène d'attribution, c'est de dire, ben, dans tout ce qui se passe entre, et on va prendre justement ton secteur, entre le contenu qui a été vu, mais aussi l'expérience qui est délivrée dans le restaurant, la façon dont le serveur s'est adressé à moi, la qualité des plats qui sont délivrés, tu vois, toute la chaîne de l'expérience, des fois, c'est difficile de dire, ben, le contenu, par exemple, dans la conversion d'un client, il a joué 20%, Ouais. ou il a joué 30%, etc., etc. Donc toi, du coup, comment tu arrives à expliquer à ton client, parce que ça, c'est un vrai sujet, mais c'est le sujet, je pense, global des fois du marketing, Mhm. c'est de se dire, comment tu arrives à expliquer à ton client que ce que tu fais a de la valeur, mais t'engager aussi sur un CA, parce que tu vois, il y a plein de choses qui ne dépendent pas forcément de toi. C'est ça. Comment tu arrives à gérer ça? Bah, moi, je suis totalement transparente dessus. Je dis clairement que bah, ce serait pas honnête de ma part de promettre une certaine augmentation au niveau du chiffre d'affaires, enfin vraiment des chiffres très précis, parce que tout ne dépend pas de la communication. Finalement, ça dépend aussi de l'offre. Enfin, je vais avoir des clients sur lesquels tu as très peu d'abonnés qui vont réussir à générer pas mal de prospects dans leur formulaire. Je vais avoir des clients qui ont beaucoup d'abonnés, mais qui font un peu moins de ventes. Enfin, ça dépend vraiment du produit, de la cible, du type d'entreprise aussi. Mhm. Et ça, je l'explique en fait dans mes échanges avec les clients. Il y a beaucoup d'éducation à faire Mhm. à ce niveau. Et après, moi, ce que je vends, en fait, c'est surtout en fait, ce que je propose à mes clients, c'est surtout bah, de tout mettre en œuvre pour leur permettre de gagner suffisamment de notoriété pour pouvoir par la suite convertir. Mais je ne vais pas leur dire, oui, demain, vous allez tripler votre chiffre d'affaires. Enfin, pour moi, c'est vraiment pas honnête de fonctionner comme ça, en tout cas sur du community management. Ouais, donc du coup, ouais, tu es plus un peu comme, je crois que ouais, comme les médecins, avec une obligation de moyens et non de résultats. Exactement, ouais. Ok, super. Donc du coup, tu communiques aussi sur LinkedIn. Oui. C'est quoi la différence entre LinkedIn et Instagram pour toi? Bah, je pense que sur LinkedIn, bah, c'est déjà un réseau plus axé pro. Mhm. Donc les gens, clairement, ils savent que tu es là pour du business, tandis Mhm. que sur Instagram, ça va être un peu plus compliqué de convertir. Tu as beaucoup ce travail de créer du lien avec ta communauté, mettre en avant ta personnalité, créer de la confiance pour ensuite générer des ventes sur le long terme. Tandis que sur LinkedIn, je trouve que ça va beaucoup plus vite en termes de conversion. Mhm. Et sur le type de contenu aussi, enfin, ça, c'est un a priori que j'avais, c'était que bah, sur LinkedIn, faut être un peu plus sérieux, tu vois. Mhm. Faut faire attention à la façon dont on va avancer les choses, tandis que sur Instagram, clairement, moi, sur Instagram, je vais créer du contenu, mais dedans, je vais vraiment parler comme je m'adresse aux gens à l'oral, tu vois. Ok. J'ai fait un dernier post, j'utilise le terme saoulé, enfin, Hmm. tu vois, c'est vraiment, j'écris vraiment comme je m'exprime à l'oral. Sur LinkedIn, j'aurais un peu moins cette facilité, mais je le fais de plus en plus. Finalement, je vois que ça prend bien aussi. Donc, Ouais.
Je pense qu'on a cette vision de LinkedIn un peu plus corporate. Ok. Ouais. Et tu penses qu'elle est vraie ou pas, cette vision? Ou elle est biaisée? Bah, biaisé. Je pense que c'est biaisé. Bah, il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui vont sur LinkedIn, justement. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de ce qu'on appelle les créateurs de contenu UGC. Ok. Donc, qui ont créé du contenu pour les marques. Et en fait, je trouve que c'est pertinent, justement, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises sur LinkedIn et que bah, ça fait de potentiels clients à trouver facilement, quoi. Mhm. Ok. Et donc, aujourd'hui, tu vois, tu as quand même un business qui est digital, même si effectivement tu vas te rendre sur place, je pense, pour faire des photos, du contenu, des vidéos, etc. pour les restaurateurs. Pourquoi un business digital, Kim? al- Tu aurais pu ouvrir un restaurant. C'est beaucoup trop de contrats. Peut-être plus tard, qui Ok. sait. Non, bah justement, en fait, j'aime avoir cette liberté de pouvoir me déplacer, de pouvoir travailler d'où je veux, organiser mon emploi du temps comme je le souhaite, tu vois. Mhm. Et bah, en fait, il y a tellement de choses qu'on peut mettre en place de façon digitale, tu vois, ne serait-ce que si demain j'ai une idée d'un produit que j'ai envie de créer, bah, en fait, j'ai juste le design à faire, mettre en place les choses. Enfin, tout se fait sur mon ordinateur. Mhm. Ça demande peu d'investissement finalement en Mhm. termes en termes d'argent. Et tu peux vendre très facilement. Enfin, ça va très vite. Donc, j'aime aussi le fait d'avoir cette possibilité de créer vraiment le business qui me ressemble, qui me correspond. Ok. Et ta boîte à outils, c'est Post & Go? Oui, c'est ça. Ah, je me suis bien souvenu. Post & Go. Post & Go, imaginons, donc c'est un produit que tu as créé, donc une Oui. boîte à outils, comme tu disais, pour les gens qui ont du mal à créer du contenu ou autre. Ça t'a pris combien de temps de créer Post & Go? Ah, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que sur ça, en fait, j'ai eu mon syndrome de l'imposteur qui m'a rattrapée. Ah, Donc, ça m'a pris quasiment 1 an. un an Oui, enfin 1 an à le sortir. à le sortir, un Oui. an. Ah ouais, Parce qu'en fait, j'avais annoncé la sortie du produit en 2022. 2022. Mmh. Ok. Sauf que, en fait, j'ai été rattrapée par ma réalité de créer du contenu pour mes clients, pour ma D'accord. communication, etc. Et en fait, ce que j'avais fait pour créer Post & Go, c'est que j'ai sondé mon audience. J'ai créé un formulaire avec des questions. Vraiment, j'avais toutes les réponses en main pour créer le produit. Même au niveau du tarif, je savais à peu près à combien les gens étaient prêts combien à peu près les gens étaient prêts à mettre pour se le procurer. Et en fait, au moment de le créer, j'ai eu un blocage. C'est vrai. J'ai eu un Ok. blocage. Je me suis dit que je me mettais beaucoup la pression. J'avais peur que ce soit pas à la hauteur des attentes des gens, alors que finalement, j'avais toutes les réponses, tu vois. Mhm. Mais ouais, j'ai eu ce blocage, ce qui fait que je procrastinais dessus, je trouvais toujours mieux à faire. Ouais. Jusqu'à arriver à la fin de 2023 où je me suis dit, en fait, je peux pas commencer une nouvelle année sans l'avoir sorti. Ça fait presque 1 an que je parle de ce produit et que je l'ai toujours pas sorti. Mhm. Il y a des gens qui ont commencé à attraper ma veste aussi. On vient de se voir en DM. Oui, en me disant, mais en fait, on attend, qu'est-ce que tu fais et tout. Ok. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis pris 1 semaine où j'ai fait que ça. J'ai travaillé sur la page de vente, j'ai travaillé sur le produit en lui-même. Enfin, en soi, j'avais déjà créé le contenu, mais vraiment tout rassembler, forme. voilà, tout mettre en forme, préparer le lancement aussi. Et au bout d'1 semaine, j'ai lancé et voilà, j'ai fait beaucoup plus de ventes que ce qui était prévu. Ok. Donc, je me dis, je me suis un peu auto-sabotée sur ça. Ok. Ouais. Mais tu penses que ça... Parce que tu me dis que c'est en 2022, tu as commencé, comme tu disais, en 2020. Donc, alors, je t'explique. Je t'explique ma vision. Oui. Il y a un monsieur qu'on appelle David Goggins, qui est, je me dis, l'homme le plus fort du monde parce que il a le record des tractions, il fait des ultramarathons, donc il court plus de 100 km, etc. C'est un ancien Navy Seals, l'entraînement le plus dur, etc. Mhm. Et lui, il parle de la boîte à cookies. D'accord. Son concept de boîte à cookies, c'est de dire que quand tu as un manque de confiance en toi ou autre, etc., en fait, tout ce que tu as mis en place dans ta vie, où tu as dépassé tes peurs, où tu as été fort, tout, etc., en fait, tu viens le mettre dans cette boîte à cookies-là.
Tu as ton tableau, tu as ton truc, etc. Et puis le jour justement où tu as un doute en te disant « Ah non, mais là, je suis pas capable », en fait, lui, il dit qu'il plonge dans sa boîte à cookies et qu'il dit « Mais non, mais regarde, tel jour, je sais pas, tu as voyagé tout seul et ça s'est bien passé. Là, par exemple, tu as eu un client qui était content et ceci et cela, etc. etc., Ouais. etc. » Ma première question, c'est est-ce que toi, tu as une boîte à cookies ou pas? Ma deuxième question, c'est que, d'après toi, d'où c'est venu ce syndrome de l'imposteur-là, alors que tu n'étais pas au début? Tu vois, tu avais déjà quand même fait des choses. Donc, d'où est-ce que ça vient, d'après toi? Ou c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû au produit? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que en fait, c'était la première fois que alors avant ça, j'avais déjà lancé des accompagnements. Ok, Donc, j'avais déjà fait des lancements, mais c'était la première fois que je travaillais sur un lancement de produit. d'accord, Et là, en fait, le fait que, tu vois, c'est quand tu lances une formation, tu n'as pas besoin de créer toute la formation pour la vendre. bien sûr. Là, sur le produit, bah, faut que le produit soit prêt. Quand les gens l'achètent, bah, en fait, ils y aient accès directement. Mhm. Et du coup, c'était différent pour moi. Et j'ai eu cette pression en me disant, bah, en fait, si jamais il faut améliorer le produit, bah, ça fout mal parce que les gens vont le voir. Euh, J'avais peur aussi de ne pas faire de vente. Ok, Alors que, enfin, je sais pas, enfin, j'ai eu cette crainte alors que je savais pertinemment qu'il y avait des gens qui l'attendaient, tu vois. Donc, ouais, mais j'avais peur de ne pas faire de vente, de faire un flop. ouais, En fait, ce qui m'a aussi bloquée, c'est que ben, je consomme énormément de contenu et je voyais des gens qui sortaient des choses similaires. là, c'est là que je Ouais. voulais qu'on arrive, enfin, c'est Qui là. sortaient des choses similaires Ok. et bah, j'ai eu ce truc de me comparer en fait et de me dire ah ouais ça sera pas assez bien. De toute façon, les gens l'ont déjà fait, donc pourquoi on achèterait chez moi? Voilà. Ok. Là, je voulais arriver à ce point-là. La comparaison Mhm. avec autrui. Euh, Pourquoi je te dis ça? Parce que effectivement, aujourd'hui, on est quand même, effectivement, on est dans un moment où on est quand même submergé. Il y a beaucoup de gens qui font des choses, etc. Mais on a aussi des biais. Le biais, c'est que, comme toi, tu connais bien cette industrie et que, comme tu dis, tu consommes des contenus de cette Ouais. industrie, tu te dis, mais c'est saturé. Et même, toi, au moins, tu fais déjà des choses. Il y a des gens, par exemple, qui arrivent dans une industrie et qui se disent, mais en fait, il y a déjà trop de monde sur ce marché. Tu vois, c'est un peu le phénomène de l'océan rouge vs Oui. l'océan bleu. Donc, je te dis, mais non, il y a déjà trop de gens, etc. Et effectivement, moi, j'ai une autre approche. Quand il y a beaucoup de gens, je suis trop content parce que ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui dépensent de l'argent. Ouais. Tu vois, c'est comme, imaginons quand Airbnb s'est lancé, dire à quelqu'un, écoute, tu vas donner ta clé à un inconnu. Il va dormir dans ton lit. Il va être chez toi. Et tout va bien se passer. C'est bizarre. Mm. Donc, du coup, ils ont dû... En fait, en général, quand tu as un marché où il n'y a pas forcément beaucoup de concurrence au début, en général, ça dépend vraiment du produit. Mais en tout cas, de façon générale, ça veut dire que tu vas avoir besoin de beaucoup éduquer ce marché-là. Et qui dit éducation dit gros coup marketing Mhm. pour rassurer, aller à la radio, aller à la télé, affiche, etc. pour rassurer. Et donc, du coup, quand il y a des gens, ben, en fait, ça veut dire que les gens déjà dépensent de l'argent. Donc, maintenant que tu as parlé de ça, tu as dit effectivement que tu t'es comparé potentiellement aux autres, en tout cas les produits des autres, etc. Comment on réussit maintenant à aller au-delà de ça? Parce que, oui, comme tu as dit, tu consommes, etc. Tu te dis, mais comment faire? Et puis au final, tu te dis, ben, j'ai aussi ma pierre à mettre à l'édifice. Moi, j'ai une réponse, mais j'aimerais bien entendre déjà la tienne sur ça. Bah, en fait, je me suis reposée sur mon audience. Enfin, je savais pertinemment qu'il y avait des gens qui achetaient, bah, déjà parce que c'était moi, Mhm. parce que ça les rassurait, parce qu'ils connaissaient mon travail. Donc, ils avaient envie bah, déjà de me soutenir, mais surtout de pouvoir profiter aussi de ce produit. Finalement, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas, tu vois, je sais ce que vaut mon travail. Il n'y a aucune raison pour que je lance pas. Et de toute façon, j'essaye et je verrai bien. Enfin, je préfère, c'est mieux de tester, de voir ce que ça donne que de rester dans le regret de ne pas l'avoir fait. Ouais, ok. Ouais, ben, je pense que c'est ce que tu as dit, soit tu as dit moi. Moi, je pense qu'en fait, effectivement, quand il y a un marché comme ça, en fait, ce qui stand out, ce qui te permet de sortir de l'eau, c'est ton authenticité. C'est ça. Et je pense en fait qu'il faut être soi. C'est-à-dire que c'est comme je dis souvent, il y a plein de marques de chaussures. Elles permettent toutes de répondre aux mêmes besoins, mais pourquoi tu préfères une certaine marque par rapport à une autre? C'est une affinité que tu as, etc. Même chose sur les téléphones. Il y en a plein de marques de téléphones, mais ça ne veut pas dire que bah, tu vas forcément
préférer en tout cas un téléphone à un autre. Et je pense que c'est la même chose seulement sur le personal branding. C'est-à-dire qu'en fait, tu délivres une information que d'autres personnes délivrent aussi, mais la façon dont elle est délivrée avec toi, c'est un peu comme si, pour moi, l'humain était un peu un catalyseur. C'est-à-dire que toi, tu as consommé beaucoup de contenu, etc. Et on parlera de comment tu te formes, qu'est-ce que tu préfères, etc. Mais tu as consommé beaucoup d'informations, tu vas la rassembler à un endroit dans ton cerveau, tu vas la processer, tu vas l'utiliser par rapport à ton expérience et ensuite tu vas la délivrer. Et donc, du coup, ça fait que c'est différent. Tu vois, c'est un peu différent. Et donc, du coup, ça me permet d'aller sur un point avec toi. Tu connais beaucoup de choses. Ça veut dire, tu consommes beaucoup de contenu. Comment tu te formes aujourd'hui? Est-ce que tu es plus livre? Est-ce que tu es plus livre audio ou peut-être vidéo YouTube ou peut-être podcast? Comment aujourd'hui tu arrives à te dire? Parce que je pense que tu vois, comme tu disais, bon, l'algorithme ça change toujours, ça on en a parlé, mais je pense que quand même tu es quelqu'un qui constamment a une curiosité intellectuelle. Comment justement tu vas nourrir cette curiosité-là? Alors, j'écoute des podcasts Ok. et je consomme du contenu aussi sur les réseaux. Ok. Ouais. Moi, en ce moment, beaucoup sur LinkedIn, Ok. parce que je trouve qu'il y a pas mal de contenu très intéressant. Un peu moins en livre. Là, j'ai beaucoup du mal à m'y remettre à la Ok. lecture. Ouais, principalement ça et je suis des formations, dès que j'en ai l'occasion, qu'il y a des formations qui me parlent sur, des sujets, qui m'intéressent, j'hésite pas à investir, pour monter en compétences. Ok. Ok. Cool. Euh, Tu fais beaucoup de choses. Mmh. Parce que d'un côté, alors si ma mémoire est bonne en tout cas, il y a Parisian Table. Oui, Et donc là, ça tu le fais, tu me disais pardon avec une amie à toi. c'est ça. Une amie, vous êtes deux, potentiellement trois maintenant sur le Voilà, c'est projet. ça. C'est moins trois. De l'autre côté, tu as tes accompagnements. Comment tu gères tout ça au niveau productivité? Comment tu arrives à gérer tout ça? Ah bah, bonne question. Comme je te disais, je délègue. Ok. J'essaie d'améliorer. Ça, c'est un gros point d'amélioration, mais au niveau de mon organisation, en fait, il faut absolument que je m'améliore, mais j'essaie de mettre en place des choses. Je mets en place des process aussi pour être beaucoup plus efficace Mhm. et après je m'écoute, hein. Franchement, j'écoute mon énergie. S'il y a des jours où je me sens pas de trop forcer, enfin j'ai appris avec le temps qu'il fallait, aussi s'écouter, écouter son corps. Donc voilà, j'hésite pas à prendre des temps de pause aussi, me ressourcer pour, mieux revenir, au travail. Ok, cool. Euh, Imaginons Mmh. que je te donne la capacité d'apprendre une compétence en instantané. Ouais. Tu bois une potion magique, tu as une compétence. Tu choisirais quelle compétence? Comme je t'ai dit là, mon gros mon gros point noir, c'est C'est vrai? l'organisation. Mais tu sais que je pensais pas ça du tout. Hein. C'est bon, après, enfin, je me débrouille, tu vois? Mais Ok. je pense que ça s'améliore et du coup, je pense que ce serait, au niveau des automatisations. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup mettre en place, dans mon business. Ok. Mettre en place beaucoup plus d'automatisation pour gagner en efficacité et passer moins de temps sur certaines tâches. Ok. Ok. Ouais, tu trouves qu'effectivement dans tes process, tu pourrais aller plus vite sur Ouais, certains points. c'est ça. Ok. Non, franchement, super, super intéressant. Euh, Si demain, parce qu'effectivement, ce que tu as fait, mine de rien, tu as déjà fait beaucoup de choses. S'il y a quelqu'un, imaginons hein, une Kim Junior qui te regarde et qui se dit ouais, j'aurais trop aimé être comme Kim ou bien faire ce qu'elle fait, etc. Ce serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui veut se lancer, alors, soit dans le social media, mais en tout cas de façon générale dans le business ou dans le business en ligne? D'y aller, de pas se préoccuper du regard des autres parce que ça, c'est quelque chose qui m'a longtemps freinée. Ok, D'y aller, créer du contenu, ok. c'est important de montrer, ce dont tu es capable et et de tester, voilà. Tester des choses, pour voir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Ok, ok. C'est vrai que ce matin, tu vois, j'étais au téléphone avec quelqu'un de très expert dans son domaine aussi, mais qui commence à créer du contenu. Et il m'appelle, il me dit, Jérém, j'ai eu mon premier haters. Il me dit, ouais, je suis trop content parce que ça veut dire qu'en fait, là, ça commence à bousculer les gens. Je lui dis, mais ça fait partie du jeu, en fait. Donc, Ouais. à un moment, en fait, c'est vrai que la première fois, moi, je me souviens, moi, comment ça s'est passé, c'était en 2021, quand j'étais
dans une boîte donc de growth hacking, etc. Et puis en fait, comme on était coach, donc coach en growth hacking, etc., on avait pris des photos et en fait, on était dans les ads. Parce qu'en fait, on s'était rendu compte que les gens venaient parce que justement, comme nous, on était là et qu'on avait des compétences, et Mhm. puis ils disaient « Ah, ben, j'aurais trop aimé que tu sois mon coach, qu'on travaille, etc. » Donc, on s'est dit « Ah, mais on va faire une expérimentation growth, on va mettre on va faire des photos, tu vois, un peu bras croisés, tout cela, etc. Et on va mettre nos compétences, et on va dire Voilà, je vais vous aider, machin, etc. » Internet est méchant, Internet se lâche. Et c'est là qu'on a vu, en fait, heureusement, c'est vrai que quand tu as déjà pris conscience de ça, au début, en fait, t'en ris un peu, tu vois. Mhm. Nous, on rigolait ça, on disait, bon, là, qui est-ce qui convertit le mieux? On regardait les taux de conversion, etc. Et on rigolait. Mais c'est vrai que les gens sur Internet se lâchent, Ouais. tu vois. Et ça, c'est un vrai truc. Et je pense que toi, peut-être que tu le vois, peut-être sur les clients. Je sais pas si sur le restaurant, ça se passe aussi ou pas. De quoi? Est-ce que les gens peuvent avoir peur, pardon, la critique facile, ou etc. Comment... Ouais, ok. Et comment tu arrives, parce que tu me disais que tu fais aussi du community management, comment tu arrives à gérer ça? Et juste, je finis sur ça, mais c'est vrai que, alors c'est pas une crise, mais en général, tu vois, gérer une réponse un peu diplomatique sur les réseaux sociaux, c'est super important, que la personne dise vrai ou pas en général, parce que, Mhm. en plus, sur les restaurants, j'avais vu aussi certaines choses, je sais pas si c'est toujours le cas, mais des fois, parce que, par exemple, un concurrent peut aller mettre un faux avis ou un faux commentaire ou un truc, etc., etc. Et puis, en fait, tu te rends compte que le restaurateur, il dit, mais vous n'êtes jamais venu manger dans mon Mhm. restaurant, etc. Comment tu gères cette partie-là? Alors, sur les critiques, bah, si c'est avéré, on essaie quand même de moi, je suis d'avis de répondre quand même aux commentaires. Après, si Ok. c'est vraiment du troll, bah, ça sert à Ouais. rien. Enfin, autant, soit faire preuve d'humour ou, supprimer, tu vois? Mhm. Si c'est vraiment très négatif. Mais je suis d'avis quand même de répondre aux commentaires et d'essayer, de passer la discussion en privé Mhm. pour pouvoir résoudre le problème. Mais faut pas laisser les choses, enfin, faut pas laisser les commentaires sans réponse, parce que ça peut, renvoyer une image très négative du Mhm. restaurant finalement. Ok. Et sur les critiques, ça aussi, je l'ai beaucoup sur mon compte Parisian Tables. D'accord. Dès qu'il y a une vidéo qui fait le buzz, tu es sûr qu'il y aura un troll ou un Ah hater. ouais, Ah oui, ça arrive très, très souvent. Et sur la food, il y a aussi des sujets sensibles. d'accord. Tu cette, par exemple, on va partager un restaurant tunisien, bah, tu as plein de personnes qui vont dire: «Non, c'est le Maroc, non, c'est l'Algérie». Ah ouais, j'avais même pas pensé à Il y a ça. Ok. des petites disputes, sous Ok. nos vidéos. Ok. Tu as des gens aussi, par exemple, des pros, enfin des véganes qui vont venir commenter sur les vidéos. Ah ouais, j'avais pas Genre pensé à ça aussi non plus. donc tu vois, ça c'est quelque chose que je gère au quotidien et au bout d'un moment, enfin, on arrive à le prendre avec humour, on répond, Mhm. de façon pragmatique, quoi. Ouais. Ok. Parce que c'est vrai que je pense aussi un truc qui fait beaucoup peur aux gens, en tout cas pour commencer à communiquer, parce que c'est vrai que quand tu prends ne serait-ce qu'un pourcentage, en général, allez, t'as peut-être 5% des personnes qui vont prendre la parole, et puis t'as une masse silencieuse, C'est ça. tu vois. Mais la vérité, c'est que je pense aussi que il y a beaucoup de personnes qui ont peur de communiquer parce qu'en fait, ils ont peur, ben, comme tu disais, le regard de l'autre, d'être critiqué. Et intrinsèquement, c'est de dire, je montre une partie de moi au monde, et puis cette partie-là, elle est critiquée, elle est attaquée de toutes parts. Donc en fait, je me sens, waouh, super attaqué. C'est vrai que Mmh. des fois, il faut réussir à se protéger de ça aussi, parce que tu commences à parler, etc. Et forcément, il y a des gens qui vont pas aimer. C'est Tu ça. vois, il faut prendre Et conscience. ce que je constate aussi, c'est que, bah, c'est là aussi toute l'importance de créer une Mm. communauté, de laquelle tu es proche. C'est que, par exemple, j'ai une cliente, en Guadeloupe qui a un concept, food Ok. avec laquelle, bah, sur sa stratégie, on va travailler surtout sur des vidéos axées un peu humour, sarcasme. Et forcément, tu as des gens qui comprennent pas forcément, cet humour, qui vont prendre les Mm. choses au premier degré et qui vont laisser des commentaires un peu, pour critiquer. Et là où c'est hyper, important d'avoir une communauté, c'est qu'en fait, avant même qu'on ait vu ces commentaires, tu as des gens de la communauté qui vont répondre et qui vont nous défendre, tu vois? Ok. Donc ça aussi, je trouve que c'est super, intéressant, à constater. Ok. Ok. Du coup, en termes de roadmap, où est-ce que, imaginons que dans, je sais pas, dans 5 ans, on est assis, on prend un café, où est-ce que tu vois Parisian Table et où est-ce que toi aussi tu te vois? Alors Parisian Tables, donc là, on travaille sur le site web et l'idée, ce serait de développer beaucoup plus de services, axés restaurateurs.
Mhm. et créer vraiment, enfin la communauté qu'on a sur Instagram, l'amener sur le site pour lui proposer aussi des avantages par rapport aux tests de restaurant. Donc, on voudrait vraiment faire évoluer ce projet et, comme je t'ai dit, le professionnaliser. Et après, pour moi, en fait, j'ai tellement d'idées qui arrivent comme ça que c'est dur de te dire où je me verrai dans 5 ans. Mais déjà, j'aimerais bien faire grandir mon business plus vers l'aspect agence. Donc, D'accord, développer des services, pas uniquement autour du social media management, mais plus du marketing 360. d'accord. Et à côté de ça, continuer à produire du contenu et peut-être investir d'autres secteurs d'activité. Ok, ok. Tu as parlé d'agence. Mmh. Et ça dépend aussi de la vision des gens. Euh, on parle beaucoup de scalabilité. C'est-à-dire dans les business en ligne. C'est-à-dire de se dire, alors, de façon très théorique, la scalabilité, c'est quand chaque nouveau client te coûte moins cher que le client précédent. C'est-à-dire que, demain, imaginons, comme tu dis, tu as un produit, Post and Go, tu l'as fait une fois, imaginons ça t'a pris, je sais pas, 10 heures, le premier client t'a coûté 10 heures. Mais le deuxième client, ça fait que ça te coûte 5 heures, et puis etc., etc., etc. L'agence est difficilement scalable, Mmh. dans le sens où tu as un cap de client, et ta seule façon effectivement de scaler, si on peut dire, c'est d'embaucher des gens. Ce qui veut dire plus d'humains. Donc toi, au final, tu as cette vision de te dire, tu as un peu envie de monter une agence avec justement déjà un manager, etc. Ouais, Ouais, ok. j'ai Cool. c'est quelque chose qui m'intéresse et tu vois, comme je te disais, en off, je suis quelqu'un d'assez introverti et grâce à l'entrepreneuriat, finalement, je me suis ouvert aux gens, je fais beaucoup de rencontres, je me challenge comme aujourd'hui, tu vois? C'est cool. Et je trouve que ce sera un challenge intéressant de voir, comment j'arrive à monter une équipe, à mener, ce projet jusqu'au bout et les résultats que je pourrais obtenir, quoi. Super, super intéressant. Est-ce que peut-être pour ceux qui nous regardent, parce que tu as dit que tu écoutais beaucoup de podcasts ou des ressources, ou que tu as peut-être, allez, 2, 3 ressources à donner à ceux qui nous regardent pour qu'ils puissent se lancer dans l'entrepreneuriat. Par rapport à mon métier sur le Mhm. social media management, moi, je consulte énormément les articles du blog du modérateur. Ok, Ils mettent en avant pas mal de mises à jour sur ce qui se fait au niveau du digital, ok. au niveau des réseaux sociaux, des différentes les nouvelles fonctionnalités qui arrivent, etc. Après, je t'avoue, sur les podcasts, j'écoute beaucoup de choses liées au développement personnel. Ok. Du coup, un des premiers podcasts que j'ai écouté quand je me suis lancée, c'était The Bee Boost. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Donc en fait, c'est une coach business qui aborde vraiment toutes les problématiques, toutes les choses à mettre en place quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Ok, ok, super. C'est vrai que, tu- quelle est d'après toi l'importance ou la part de développement personnel dans l'entrepreneuriat? Parce que, en fait, il y a tellement d'infopreneurs qui ont abusé Ouais. de pubs sur le développement personnel et en te disant la réponse est en toi, etc. et tout. Et qui n'est pas faux dans un sens. Ouais. Mais ça a tellement été abusé que des fois, en tout cas sur le marché francophone, ça a un peu un aspect un peu négatif. Et en même temps, tu te rends compte que si tu n'as pas forcément le bon mindset pour te dire effectivement j'en suis capable, j'y vais, ta sensibilité à l'échec, etc., c'est difficile. À quel point tu penses que c'est important cette part de développement personnel dans l'entrepreneuriat? Bah, autant quand je me suis lancée, pour moi, enfin, c'était vraiment pas le plus important. Mhm. Mais c'est-à-dire que pour moi, fallait que j'obtienne des résultats. Fallait que je travaille, que je travaille dur, que je travaille beaucoup pour obtenir des résultats. Sauf qu'au bout d'un moment, mon corps a fini par me dire stop, tu vois. Mhm. Et c'est là où j'ai eu un gros down et que là, j'ai commencé à m'y intéresser. D'accord. Et finalement, j'ai vu que c'était super important de trouver cet équilibre, de te forger un bon mindset aussi pour faire face aux échecs. Et je pense que c'est propre à chacun, en fait, la part qu'on y met dans son business. Mais je trouve que c'est quand même important de faire attention à ce qui se passe à l'intérieur, à ta façon de penser, ta vision des choses, et son bien-être aussi, en fait, finalement. Je trouve que ça, ça te permet finalement d'avoir un certain équilibre dans ton activité. Ok,
Super, super intéressant. Écoute, Kim, j'aimerais bien te donner ça. Voilà. Oui. Je te laisse ouvrir. Merci. J'ai peur. C'est un t-shirt? Ok. Ok. Bon, c'est un t-shirt, c'est le t-shirt de l'Upgrade. Est-ce que Oui. tu l'acceptes? Bien sûr. Parfait. Alors, effectivement, en acceptant ce t-shirt, tu viens d'accepter le défi de l'Upgrade. D'accord. T'as dit que tu me fais peur. Non, t'inquiète. En gros, donc du coup, alors, est-ce que tu préfères, comment dire ça? Oula. Attends, faut bien que je pèse mes mots pour pas t'indiquer. Euh, Écoute, est-ce que tu es intéressé aussi par tout ce qui est bien-être, etc. Oui. Oui? Ouais. Ok, bon, alors ce sera ce défi. D'accord. Écoute, je te propose, on va faire deux trucs. Effectivement, donc tu es intéressé par la food et tu es intéressé aussi par le bien-être. Je pense effectivement que moi, tout ce qui est sport est super important. Mhm. Ok. Donc, je te propose deux choses. On va choisir deux restaurants D'accord. dans Paris. Ces restaurants, ils seront séparés par une distance de 5 km. Ok. Ton défi, si tu l'acceptes, Ouais. est de réussir d'aller d'un restaurant à un autre D'accord. en course à pied en moins de 40 minutes. Ok. Est-ce que tu penses que c'est J'ai pas possible? beaucoup de cardio. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Mais tu pourras t'entraîner parce que je vais pas te demander de le faire dès le début. Tu auras Oui. 30 jours pour t'entraîner. D'accord. Ok. Maintenant, ce défi, t'inquiète, si tu le réussis, débouche sur une récompense D'accord. ou sur une conséquence. Ok. Ok? Est-ce que tu acceptes ce défi? Ouais, je suis joueuse. Ok. Solennellement, serre-moi la main pour ça. Que le but soit témoin. Parfait. Eh bien, écoute, Kim, ça m'a fait très plaisir de te recevoir sur le podcast. Franchement, merci encore une fois pour le temps et la valeur que tu as apporté aux éditeurs, aux auditrices. Et puis, écoute, franchement, hâte de voir tout ce que tu vas faire avec Parisian Table ou avec tous tes produits et tes accompagnements et potentiellement l'agence dont on va parler bientôt. Merci à toi pour l'invitation. C'était super, super cool de discuter. Super intéressant. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye bye.